BFM Business présente la grande interview. 19h38, dans la grande interview ce soir, nous recevons le PDG de Toyota France. Bonsoir Franck Marotte. Bonsoir. Bonjour Marotte. Merci d'être avec nous. Alors Toyota France, dont la célèbre usine qui se trouve à Onnaing, tout près de Valenciennes, est devenue la première usine automobile de France. Donc devant Stellantis, avec quasiment 256 000 véhicules produits. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Oui, absolument. C'est une vraie fierté. D'abord, ça prouve que produire en France, c'est tout à fait possible. Oui. Produire des petits véhicules, c'est tout à fait possible, puisque nous produisons la Yaris et la Yaris Cross. La Yaris Cross est le véhicule le plus produit sur le territoire national. Depuis la création du site en 2001. Absolument. Ouais. Et Toyota France est la marque qui, en proportion de ses ventes, commercialise le plus de véhicules fabriqués en France, devant Renault, devant Peugeot, devant Citroën. Donc c'est une vraie fierté, et surtout pour tous les collaborateurs de Toyota à Valenciennes, qui bossent énormément tous les jours. Alors combien de collaborateurs ? On est à 4500 collaborateurs. Ouais. Ça a beaucoup progressé quand on a amené le deuxième véhicule dans l'usine, et c'est un vrai succès. Voilà, il y a ce chiffre, il y a ce autre chiffre qui est sorti hier, un peu plus de 113 000 véhicules immatriculés sur le marché français en 2022 pour ces deux marques, les deux marques Toyota et Lexus. Oui, c'est une fierté quand même, disons-le clairement, Franck Marotte. Je veux dire, c'est la reconnaissance donnée. Est-ce que c'est une fin en soi ? On posera la question tout à l'heure, mais c'est une fierté, on imagine, pour vos salariés sur place, évidemment. Oui, parce que c'était un bassin d'emploi qui était dans une situation très difficile il y a une vingtaine d'années. Alors, en l'occurrence, un certain nombre, deux acteurs de l'automobile se sont installés dans la région, mais nous sommes devenus effectivement le plus gros, et c'est très important pour ce bassin, avec une grande fidélité des collaborateurs et une grande fierté d'appartenir à cette aventure. Mais alors, les clés du succès, elles sont liées à quoi ? Est-ce que c'est encore et toujours la Yaris, qui est produite depuis 22 ans, donc depuis que l'usine a ouvert à Valenciennes ? C'est ça. C'est effectivement le produit. Il faut absolument produire des véhicules qui se vendent bien en Europe pour que l'usine soit un succès. C'est aussi le savoir-faire de Toyota dans le domaine industriel. Nous sommes reconnus par la plupart des spécialistes comme un modèle avec le fameux Toyota Production System en mauvais français, qui permet de mettre en place des process d'efficacité, mais aussi, tout en prenant soin des collaborateurs. C'est quoi ? Alors, beaucoup s'interrogent sur la réussite de Onnaing. Pourquoi Onnaing ça marche ? Mais on dit que c'est une usine plus compacte, on dit que c'est une usine qui dépense moins d'énergie, qui est spécialisée dans les petits véhicules. C'est ça le savoir-faire Onnaing finalement Alors, il y a beaucoup de savoir-faire chez Toyota. Il y a effectivement la compacité des sites industriels. Ça veut dire aussi du lean management de l'approvisionnement des pièces, parce que comme on a moins de place, on peut stocker moins de pièces pour fabriquer les voitures. Donc il faut qu'elles arrivent en flux continu au moment où elles vont être utilisées sur le véhicule. C'est aussi un nombre de collaborateurs qui est parfaitement adapté au site. C'est un écosystème autour du site avec des fournisseurs qui sont à proximité, justement pour alimenter ce lean management des pièces. Donc des process, une discipline aussi qui est propre à Toyota et qui fonctionne très bien. Donc au global, c'est un savoir-faire qui est presque unique et qui permet de maîtriser les coûts, de maîtriser aussi le bien-être des collaborateurs, puisque par exemple, à la sortie du premier confinement, nous avons été la première usine à redémarrer en France, et ça avec l'assentiment de la majorité des organisations syndicales, et sans aucun incident sanitaire. Donc c'est tout ça le savoir-faire. Mais sur le sujet justement de la maîtrise de coûts, ce qui fait aussi la différence, et vous n'en avez pas encore parlé, c'est le fait que vous intégrez sur site le moulage des pièces en plastique. Et donc évidemment, ça simplifie grandement d'une part la logistique, et puis ça permet de baisser les coûts. Mais combien de temps et d'argent il a fallu pour mettre tout ça en place ? Alors, il a fallu, la construction d'une usine, ça prend à peu près 2 ans. Faire venir les fournisseurs autour pour constituer cet écosystème, ça a pris pas mal d'années. Il faut donner confiance aux investisseurs, il faut prouver que ça fonctionne, il faut prouver aussi qu'économiquement, ils ont intérêt à se mettre à côté de nous. Et après, alors là, vous allez très loin dans le détail de notre processus de fabrication. Effectivement, dans certains cas, on intègre dans notre usine des fabrications que les autres ont abandonnées et ont confiées à des fournisseurs extérieurs. Et ça, c'est une première au monde, je crois. Quasiment. Oui, alors c'est un équilibre. Après, il faut que les impératifs économiques soient respectés et que ça soit plus intéressant de le faire en interne. C'est le cas, en l'occurrence, pour les pièces plastiques que vous venez de citer. Voilà, donc à chaque fois, sur chaque site, en fonction aussi des fournisseurs qui sont autour de nous et qui ont accepté d'investir autour de nous, on s'adapte dans ce que l'on produit dans l'usine. Est-ce que, cela dit, est-ce que c'est encore une fin en soi en 2023 d'être le site qui assemble le plus de véhicules ?
Ça dépend un peu de votre stratégie, finalement. C'est un petit peu l'histoire de ce qu'on a connu chez Renault-Nissan ces dernières années, stratégie de volume ou stratégie de marge, finalement. Est-ce que c'est une fin en soi pour vous? Non, alors... Ça s'est trouvé là en 2022. Voilà, il y a des usines qui sont plus ou moins grosses. Oui. Et si vous prenez l'ensemble des usines Toyota dans le monde, elles sont de taille variable. Ouais. On a des usines qui sont à 100 000 voitures, on a des usines qui sont à 300 000 voitures, et l'usine de Valenciennes va monter à 300 000 voitures très rapidement. Donc on est avec un site qui est un des plus importants en taille dans le monde. Effectivement, la taille n'est pas une fin en soi. Déjà, on adapte la taille de l'outil industriel au potentiel commercial des modèles que l'on y fabrique. Oui. C'est ça qui est absolument essentiel, parce que l'efficacité économique, ça passe bien sûr par l'utilisation de l'outil industriel que l'on construit. Oui. Donc dans certains cas, on est sur des modèles qui ont des plus petits volumes de diffusion. Et à ce moment-là, l'usine que l'on construit est plus petite également. Et pour autant, elle est aussi efficace économiquement, parce qu'on sature le potentiel industriel, comme on dit dans notre jargon. Sauf que géographiquement, c'est une tête de pont, Onin, Valenciennes, nord de la France, pour desservir l'Europe, la Turquie. Alors, elle est géographiquement très bien placée. Il faut faire du volume, c'est important de faire du volume. Surtout parce qu'on y fabrique des voitures qui sont très populaires dans toute l'Europe. Ouais. En France, le segment de la Yaris, le segment de la Yaris Cross sont les deux plus gros segments du marché français. C'est aussi le cas dans pas mal de pays européens. Donc le potentiel est très important. D'ailleurs, on a même été obligé de fabriquer des Yaris également dans un deuxième site européen, parce que Valenciennes ne pouvait pas subvenir à l'ensemble des besoins des pays européens. Mais j'imagine que l'agilité de cette usine, elle est aussi liée au fait que c'est une usine automatisée à 98%. Et pourtant, j'étais surprise de ce chiffre, c'est une usine qui continue de recruter, puisque vous recrutez 500 salariés en CDI d'ici fin de l'année 2024, pour aller donc à 5000 salariés sur site, dont près de 80% en CDI. Est-ce que vous avez un problème justement sur le recrutement et sur la pénurie de main-d'œuvre, dont on parle beaucoup, notamment sur ce plateau? Alors, on n'a pas de gros problèmes parce que l'usine est attractive. Et dans le bassin d'emploi, la présence de Toyota est très rassurante et est un pôle d'attraction pour les collaborateurs potentiels. Aussi parce qu'on a une politique extrêmement ambitieuse en travaillant très profondément avec Pôle emploi de réinsertion de personnels qui sont éventuellement éloignés du marché de l'emploi depuis un certain temps. Donc on contribue, on assume pleinement notre rôle social. Néanmoins, on ne va pas se le cacher, on est dans une période où le chômage a fortement baissé, et tant mieux. Ouais. Donc forcément, il y a certaines compétences qui peuvent être en tension et qui peuvent représenter un vrai challenge pour trouver la bonne recrutement. Quand on a donné le chiffre tout à l'heure de production de Onin sur 2022, vous avez dit comme quoi c'est possible de produire des autos en France. Est-ce que vous n'êtes pas l'arbre qui cache un petit peu la forêt? Parce qu'on regarde les chiffres au global. En 2004, il y avait 330 000 personnes qui travaillaient dans la conception et la fabrication des véhicules. On est à 200 000 aujourd'hui. Certains disent avec l'électrification de la gamme, ça va être dur d'inverser la tendance. Vous pensez que c'est possible, vous, fondamentalement, de réindustrialiser la France sur le plan automobile? Alors, il y a plusieurs sujets. Effectivement, la production de voitures électriques, structurellement, nécessitera moins de main-d'œuvre. Évidemment, on le sait. Voilà. Après, néanmoins, il est fondamental on l'a bien vu pendant la crise du Covid, où on s'est retrouvé en pénurie sur un certain nombre de produits industriels parce qu'ils ne sont plus fabriqués en Europe et encore moins en France. On a bien vu qu'il était stratégiquement fondamental de garder un savoir-faire et un potentiel industriel dans notre pays, ou au moins à l'échelle européenne. Voilà. Donc, il faut le faire. Produire des voitures électriques, c'est produire des voitures, c'est produire des batteries. Donc c'est un processus de fabrication qui est complètement différent. C'est un changement de paradigme complet pour l'industrie automobile, comme on n'a jamais connu sur les 100 dernières années. Absolument. Parce que depuis 100 ans, on fabrique des voitures et des moteurs thermiques. Donc c'est un changement fondamental. Ça va nécessiter une adaptation de l'outil industriel complète. Les plateformes sont différentes, donc le soubassement de la voiture. Les processus de montage sont différents. Effectivement, une usine de batterie, c'est pas du tout la même chose qu'une usine de moteur. Donc on va s'adapter à tout ça avec une taille qui sera effectivement adaptée à ce nouveau paradigme. Par contre, moi, je reste convaincu et j'espère que Toyota continuera à investir sur le territoire national parce que il est fondamental qu'on puisse servir les consommateurs. Ça a toujours été la stratégie du groupe Toyota, de s'approcher des consommateurs finaux dans le processus de fabrication. Et donc d'avoir des usines. Nous sommes le groupe qui a le plus d'usines dans le monde en nombre. Et ça, c'est une vraie stratégie pour se rapprocher du consommateur. Mais sur la partie électrique, est-ce que vous pensez sincèrement que l'Europe a vocation à accueillir des gros volumes de production, sachant que le gros se fait en Asie, qu'on a un sujet sur les terres rares? Est-ce que vous pensez réellement que le marché européen va devenir un grand producteur de voitures électriques?
la mobilité, on l'a bien vu pendant la crise des Gilets jaunes, est un sujet au cœur de la préoccupation des consommateurs dans toute l'Europe. Donc c'est un sujet qui est au cœur de leur préoccupation parce que c'est un besoin fondamental pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour vivre sa vie au quotidien. Moi, je trouverais stratégiquement extrêmement dangereux d'abandonner complètement la fabrication d'un outil qui est justement aussi central dans la vie des Européens. Et de ce point de vue, vous avez tout à fait raison, on a un vrai risque aujourd'hui. Les constructeurs chinois qui s'implantent sur le territoire européen avec des produits qui sont fabriqués en Chine. Alors à qui on a déroulé le tapis rouge, hein. À qui on a, en l'occurrence, on a fait la promotion de produits sur lesquels ils sont plutôt en avance, qu'ils avaient beaucoup travaillé ces dernières années, alors que sur les produits, les moteurs thermiques, les moteurs hybrides, effectivement, ils avaient plutôt du retard. Donc on a un vrai risque de rattrapage de l'avance que l'on pouvait avoir les uns les autres en Europe vis-à-vis des constructeurs chinois. Bon, il faut simplement... Après, on est sur un marché ouvert, donc effectivement, ils ont des forces, il faut cultiver les nôtres. Et il faut savoir, effectivement, mesurer à quel point la fabrication localisée en Europe apporte énormément. Parce qu'il y a énormément d'atouts, on a un savoir-faire, on a de l'ingénierie, on a des collaborateurs de très grande qualité, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et ça nous apporte beaucoup. Alors justement, on va rester sur la voiture électrique, monsieur Marotte, parce qu'on a appris fin janvier que le groupe Toyota allait changer de PDG au 1er avril. Un peu la surprise générale. Oui, un peu la surprise générale. Et le futur dirigeant a clairement déclaré qu'il avait l'intention d'accélérer le développement dans le véhicule électrique, alors que jusqu'à présent, celui qui est encore patron à ce jour, qui est monsieur Toyoda, semblait donner l'impression d'aller un petit peu à contre-cœur. Est-ce que clairement, vous voulez rester un peu dans l'idée de diversifier les options pour le client? Ou là, clairement, vous dites qu'il va y avoir un changement de cap finalement chez Toyota? Je ne pense pas qu'on puisse parler de changement de cap. Le cap, c'est quoi? C'est 2050, 100% du parc roulant de Toyota et de Lexus dans le monde doit être zéro émission. En 2035, 100% des véhicules neufs Toyota qui seront commercialisés doivent être zéro émission. En 2030, ça sera le cas pour Lexus en Europe. Donc ce cap-là, il n'a pas changé. Alors effectivement, nous avons un nouveau patron avec M. Sato qui reprend le flambeau de la décarbonation massive, en touchant le plus grand nombre possible de consommateurs. Et ça passe par une phase de transition qui n'a pas changé, qui passera par de la multitechnologie, tant que nous ne sommes pas en situation, j'allais dire les uns les autres, de passer aux zéro émission massivement et complètement. Quand je dis les uns les autres, c'est qui? C'est les infrastructures, donc en grande partie les pouvoirs publics. C'est effectivement les industriels que nous sommes pour arriver à faire des véhicules qui soient accessibles en prix pour le plus grand nombre. Parce que l'ambition que l'on a chez Toyota, c'est quoi? C'est que la mobilité reste accessible pour tout le monde. Tout le monde en a besoin sur le territoire. Après, la mobilité, elle peut être sous diverses formes. Mais le plus important, c'est que tout le monde puisse continuer à avoir accès à la mobilité. Si on va trop vite, sans associer les technologies dans une phase de transition, on perdra au passage toute une partie des consommateurs et on se retrouvera aussi avec des crises sociales. Vous n'avez pas prononcé le mot électrique depuis une minute que je vous ai posé la question. Non, mais je vais y venir. Oui. J'ai prononcé le mot de zéro émission. Oui. Zéro émission, ça passe par des véhicules électriques. Déjà, quand on parle d'électrique, il y en a deux types. Bien sûr, oui, hybride. Il y a les batteries et il y a l'hydrogène. Oui. Je rappelle que nous avons été le premier constructeur à commercialiser un véhicule hydrogène. Absolument. Avec la Mirai. Nous avons déjà commercialisé une Lexus électrique à batterie. Nous allons le faire avec Toyota cette année, le BZ4X, un deuxième véhicule Lexus qui s'appellera le RZ. Donc, nous croyons évidemment, et nous sommes archi convaincus, que le zéro émission passera par de l'électrique, batterie ou hydrogène, selon les modes de mobilité, selon les usages des consommateurs. Donc, vous n'êtes pas archi convaincu du tout électrique? À l'instant T, non, parce que les infrastructures ne sont pas suffisantes. Je rappelle par exemple que nous avions un engagement des pouvoirs publics de faire 100 000 bornes en 2021. Nous sommes en février 2023, nous sommes encore à 80 000 bornes disponibles sur le territoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça prend du temps, effectivement. Le temps industriel n'est pas forcément le temps médiatique. Et surtout, il faut absolument que l'on arrive à finir par faire des propositions de tarification de véhicules électriques. Parce que j'allais le dire, ça coûte très cher. Compatible du pouvoir d'achat des Français. Mais est-ce qu'il y a eu des désaccords au sein du board de Toyota? Parce que M. Toyoda disait encore fin décembre, l'électrique n'est pas la solution à tout.
Et un mois après, on apprenait que le conseil d'administration demandait un changement à la tête du groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des divergences de vues? Est-ce qu'au sein du board de Toyota, ce que je viens de vous dire est la preuve est-ce qu'il y a un changement voilà. que le tout électrique à batterie n'est pas Oui. la solution à tout. Oui. C'est pour ça que nous investissons dans l'hydrogène. Parce que sur certains segments de la mobilité, en particulier les poids lourds, un certain nombre de véhicules utilitaires, voire des grosses berlines, l'hydrogène aura toute sa place. Donc ce paradigme, nous pensons qu'il est complètement vérifié et qu'il se vérifiera dans les années qui viennent. Voilà. Donc, Mais alors, qu'est-ce qui fait le succès des marques asiatiques? Parce qu'au global, en 2022, le marché européen a reculé de 4,6%. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que les deux seules marques qui surnagent, ce sont des marques japonaises. Donc il y a Kia d'un côté et Toyota de l'autre. Et vous êtes par ailleurs largement devant. Kia coréen. Oui. Asiatique quand même. Oui. Alors, Coréen, oui. Ouais. Ce qui fait le succès, je crois que vous avez, en l'occurrence, les deux groupes que vous citez, Toyota et Kia Hyundai, sont deux groupes qui, en l'occurrence, proposent un certain nombre de technologies aux consommateurs et ont réussi à investir sur un bouquet de technologies et ne se sont pas focalisés sur une seule. Et c'est, je pense, une grande partie du succès commercial. C'est QFD, donc, c'est ça que vous nous dites. Mais ça permet surtout d'adapter l'offre au pouvoir d'achat et aux usages des consommateurs. Et encore à date, c'est ce qui fait le succès de ces marques-là. Petite question pour terminer. Carlos Tavares a-t-il raison? On l'entend beaucoup dire tout le mal qu'il pense de l'échéance de 2035 pour la fin des ventes de moteurs thermiques en Europe. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Carlos Tavares? Est-ce que vous dites qu'il y a une espèce d'hypocrisie autour de cette date de 2035? On a vu que Thierry Breton ouvrait la porte déjà à une clause de revoyure en alentour de 2027, ce qui peut constituer un début de commencement de réponse. Comment est-ce que vous regardez cette... Écoutez, nous, on a commencé à faire des voitures électrifiées il y a 25 ans avec l'hybride, avec la Prius. Avec la Prius, ouais. On a fixé il y a quelques années un cap que j'ai rappelé, 2050, 2035. À partir de 2035, toutes les Toyota vendues doivent être zéro émission. Ce cap-là, on l'a fixé sans contrainte réglementaire particulière pour l'Europe, parce que c'est notre vision de la décarbonation et de notre contribution sociétale. Donc il se trouve qu'entre-temps, la réglementation est alignée sur notre objectif interne d'entreprise. Ça tombe très bien et donc nous nous inscrivons dans cette démarche. Et alors peut-être juste un mot quand même avant qu'on se quitte sur la concurrence chinoise. Est-ce que vous pensez qu'elle est imbattable ou au contraire est-ce que vous pensez pouvoir y faire face à armes égales? Alors dans l'automobile, l'histoire n'a jamais été écrite par avance et donc les industriels européens, les industriels japonais comme Toyota vont évidemment travailler et Parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance quand même. Technologiquement, ils ont une certaine avance, effectivement, aujourd'hui. Après, le marché européen est complexe. La technologie des batteries n'est pas la seule clé du succès. Il y en a beaucoup d'autres. Et l'attachement aux marques et le succès des modèles relève d'une grande complexité. Et je pense que l'ensemble des constructeurs européens et des Asiatiques qui sont très présents en Europe, comme Toyota, en tout cas, nous, on a bien l'intention de se battre et de conserver notre avantage concurrentiel sur le marché. L'Europe a une carte à jouer. Donc. Absolument. Voilà pour Toyota France. Donc 300 000 véhicules cette année du côté d'Onin, c'est ça l'objectif Peut-être pas encore à ce niveau-là cette année, mais on va faire le maximum. Allez, on va faire le maximum. Voilà pour Toyota. On disait à une époque que Ford était la plus européenne des marques américaines. Est-ce que vous dites que Toyota, quelque part, est la plus européenne des marques asiatiques aujourd'hui? Surtout, je dirais que Toyota est la plus française des marques étrangères. Surtout, en l'occurrence. Merci beaucoup, Franck Marotte. Merci de venir nous voir ce soir, le PDG de Toyota France, ce soir avec nous sur BFM Business.